Retrouvez Piero San Giorgio à la librairie Logos le samedi 14 mars 2026 de 14 heures à 17 heures pour une séance de dédicace de son nouveau livre. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. la vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! 76e édition de Pourquoi tant de haine? Paul Verbeek à l'antenne de RFM. Aujourd'hui, nous recevons Piero San Giorgio pour parler survivalisme, à l'occasion de la sortie aux éditions Contre-Culture de son livre Comprendre le survivalisme. Bonjour Piero. Bonjour Paul. Alors, vous êtes bien connu, mais je vais vous présenter tout de même un petit peu, rappeler quelques-unes de vos publications. Alors, vos publications concernent effectivement essentiellement le survivalisme abordé sous différents angles. Tout d'abord, on peut citer Survivre à l'effondrement économique, que vous avez publié, ce qui est réédité aujourd'hui aux éditions Culture et Racine. Rue Barbare, Survivre en ville. Vous avez également publié Femmes au bord de la crise, qui était préfacé par Claire Sévrac. Voilà, et quelques autres livres parmi lesquels on retiendra peut-être Gros, Survivre à la malbouffe, qui est sorti en 2025, je crois, en même temps qu'un film qui portait ce titre Gros, ce qui manquait pas d'à propos, disons. Ah, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. C'est un film comique, mais fait par les Américains, donc comme quoi on peut toujours, des propres tares d'un peuple, en faire un moyen de commercialisation. J'adore. Oui, en tout cas, aujourd'hui, donc, nous vous recevons pour en fait, un ouvrage de synthèse, Comprendre le survivalisme. C'est un livre de 147 pages qui est composé de chapitres brefs, au nombre de 13, au titre évocateur. Alors, je pense notamment à Les plus grands survivalistes sont les États, Pourquoi se préparer, Clichés et mythes. On rentrera un petit peu dans le détail. Ce livre donc fait 147 pages. Il est disponible aux éditions Contre-Culture pour la somme de 13 euros. Et les abonnés au site alainsoral.com recevront ce livre ainsi que les autres sorties Contre-Culture. Et en fait, c'est un guide critique et pratique du survivalisme. C'est comme ça que je le présenterai. Je ne sais pas si cette description très sommaire vous convient, guide pratique et critique du survivalisme. Oui, oui, oui. Et parce que non seulement il y a un résumé de l'histoire et des pratiques du survivalisme, ainsi que une démystification des clichés et des mythes qui vont autour, il y a aussi des éléments nouveaux, enfin peut-être pas nouveaux, mais en tout cas dont j'en ai jamais parlé, et dont en fait la communauté survivaliste francophone n'a jamais parlé. Donc il y a des nouveautés, et même les plus experts et les plus expérimentés parmi les survivalistes vont découvrir dans ce livre des choses nouvelles. Oui, 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 tout à fait. Et donc en fait, alors guide critique, pourquoi? Parce que effectivement, vous commencez par, il y a ces dimensions critiques dans les premiers chapitres, parce que c'est une mise en contexte en fait du survivalisme. Vous en faites l'histoire, vous faites litière des clichés ensuite, et de cette façon, vous déblayez le terrain pour ensuite passer aux aspects plus pratiques, disons. Alors, on va peut-être commencer quand même par les origines. Finalement, le survivalisme, Pierrot, c'est vieux comme le monde, au moins pour l'humanité, Exactement. Moi, par définition. effectivement, j'ai identifié trois grandes périodes. La période en fait ancestrale, c'est-à-dire depuis qui remonte à la nuit des temps, qui est que l'être humain a comme instinct et comme d'ailleurs comme prérogative principale, comme directive numéro un, si je prends ce cliché de science-fiction de Star Trek, la directive numéro un de l'être humain, c'est survivre pour pouvoir se reproduire et pérenniser et faire passer ses gènes à la génération suivante, dans les meilleures conditions possibles. Et donc cet instinct, il se décline sous le fait que nous devons chercher à nous abriter des éléments et garder notre équilibre calorique, de température, de fonctionnement interne de nos organes. Nous devons également nous nourrir, boire, manger, nous sustenter. Nous devons éventuellement nous défendre face à des ennemis et séduire
l'homme ou la femme, selon qui on est, afin de pouvoir nous reproduire, et ce, dans une communauté qui a, bien sûr, toutes sortes de règles sociales, dites et non dites. Et ça a duré des millions d'années, en tout cas des centaines de millions, des milliers d'années, des centaines de milliers d'années de l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a une deuxième phase qui est très récente, qui correspond en fait à l'urbanisation, même pas à la sédentarisation, parce que en fait, depuis 15 ou 20 000 ans où nous sommes sédentaires, où une partie des humains sont sédentaires, l'instinct de survie reste, hein, les rues sont dangereuses, même dans les grandes villes, etc. En revanche, il y a une prise de conscience qui se passe vers le fin du 18e, début du 19e siècle, notamment aux États-Unis, où l'arrivée massive de colons européens dans ce continent va amener à des grandes villes assez insalubres, hein, aussi insalubres que pouvaient être Londres, Dublin, Naples ou même Paris, mais simplement à côté d'un monde sauvage mythifié comme étant l'horizon à atteindre, peuplé d'Indiens d'Amérique du Nord, qui n'était pas tout à fait pacifique ni harmonieux comme certains romantiques ont voulu nous le faire croire, mais qui faisait rêver. Et c'est au tournant, à la fin du 19e siècle que, notamment un auteur, bah, ça tombe bien, j'ai son livre ici, Henri David Thoreau, avec son livre Walden, euh, commence à réfléchir et à mettre dans l'inconscient collectif l'idée que peut-être le monde de la ville, le monde urbanisé, le monde de Boston, New York à l'époque, était un monde qui n'était pas très sain et que, au fond, la vraie vie, la vraie liberté, c'est de vivre, en reprenant un petit peu le mythe du bon sauvage de Rousseau, dans les bois, dans la forêt, dans la nature. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'exemples et de contre-exemples. À cette époque déjà, de gens qui, enfants ou très jeunes, avaient été capturés par les Indiens, qui avaient été élevés par les Indiens d'Amérique du Nord, puis recapturés ou entre guillemets libérés par les tuniques bleues, par les Américains, enfin, les forces des États-Unis d'Amérique, et qui, une fois re-amenés dans les villes, s'échappaient pour retourner vivre avec les Indiens, ou même des, euh, des colons britanniques ou allemands ou italiens ou que sais-je, ou français, qui avaient la connaissance à la fois des villes, comme par exemple les villes françaises en Louisiane ou Détroit, qui sont des villes fondées par des Français, par exemple, et qui connaissaient aussi le contact des Indiens et qui, somme toute, à la fin de leur vie, préféraient retourner vivre dans la nature avec les Indiens. Et ceci nécessitait toutes sortes de techniques de survie pour bâtir des tipis, des huttes, mettre en place de la chasse, des pièges, etc. Et tout ça a été progressivement mis sous forme de littérature et a créé une sorte de rêve. Et puis il y a la dernière phase, la troisième phase, celle que nous vivons aujourd'hui, qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale avec la venue de l'arme atomique. Et où là, évidemment, sous cette psychose bien justifiée par le risque de l'annihilation nucléaire de toutes les villes d'Occident et enfin, de l'hémisphère nord à l'époque, à partir des années 50, cette crainte a fait que, face au risque de voir toutes les villes américaines et soviétiques détruites par des attaques nucléaires, et face à la paranoïa qui a été encouragée par le gouvernement, et notamment le gouvernement américain, eh bien, une partie des gens se sont dit, mais si au fond nous avions une vie parallèle, ou en tout cas des abris au fin fond de la forêt, dans les montagnes, pour nous réfugier en cas de guerre, et aussi pour retrouver une liberté qui, on le voyait bien avec les impôts, avec les taxes, avec les réglementations de l'État, devenait, d'un point de vue théorique, difficile. En pratique, bon, on s'arrange, mais en pratique, c'est vrai que nous n'avons pas de liberté dans le monde moderne. Et donc, ces gens, par un instinct de survie, par un instinct de prévoyance, mais aussi peut-être en suivant la vague lancée par Thoreau et bien d'autres, par ce romantisme de retrouver une vie naturelle, et le mouvement naturaliste de la fin du 19e siècle a contribué à cette pensée, eh bien, a amené à des milliers, des dizaines de milliers d'Américains à établir les théories et la liste des compétences et voilà, des outils nécessaires pour faire
ce qui s'est appelé le survivalisme, qui n'est ni une idéologie politique, ni un mode de vie total, bien qu'évidemment il y a un spectre et des gens forcément vont être, je ne sais pas si c'est l'excès, mais qui vont vivre ça d'une manière absolue et radicale, mais qui est quelque chose que l'on peut faire à côté d'une vie, même urbaine, ou d'une vie tout à fait normale de père ou de mère de famille, ou avec des métiers tout à fait urbains et du tertiaire même, mais de développer à côté. Et cette troisième phase, cette troisième mouvance du survivalisme, avec des hauts et des bas, hein, avec des flux et des reflux selon les modes et le cinéma et l'inconscient et certains imaginaires qu'ils véhiculent, que les romans ou le cinéma a pu véhiculer, eh bien, continue jusqu'à aujourd'hui et qui est devenu un peu plus popularisé dans les années 2000 en France, dans le monde francophone. Donc, ce mouvement a traversé l'Atlantique dans les années, surtout à partir des années 2000, pour véhiculé, beaucoup porté par cette fadaise, mais enfin cette réalité d'imaginaire collectif qu'était le calendrier Maya 2012, mais aussi la réelle crise économique de 2008. Et aujourd'hui, les États renforcent ce mouvement par les annonces de guides de survie, de plans de quoi faire en cas de guerre avec évidemment la Russie aujourd'hui. Il y a toujours un ennemi qui est désigné, mais enfin, aujourd'hui, même les États stimulent ce mouvement et je dirais même le légitimisent. Encore une fois, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas une philosophie forcément totale, mais aujourd'hui, avec des hauts et des bas, nous sommes en plein essor de ce mouvement qu'il fallait expliquer de manière succincte. Alors, juste avant les années 2000, Pierrot, il y a un moment sur lequel vous vous étendrez un petit peu, parce qu'il est important, c'est les années 90. Dans les années 90, on voit une inflexion du survivalisme qui se retourne en quelque sorte contre l'État. C'est-à-dire que la réflexion survivaliste, et ça, je trouve que c'est très important, parce que c'est très porteur pour la suite. Ça a sans doute donné au survivalisme des racines un peu plus durables, un peu plus, ça l'a un peu charpenté. Oui, au-delà des simples techniques de fabriquer des abris et de la survie opérationnelle pure, en cas d'accident, en cas d'incendie, quoi faire, etc., il y a eu à partir des années 90 une prise de conscience, peut-être du fait du risque, que le fait de la disparition du danger de la guerre nucléaire à l'époque, c'est revenu, malheureusement, mais en tout cas à l'époque, à la fin de l'Union soviétique, on s'est dit peut-être il y a moins de risques de guerre nucléaire et donc finalement le vrai danger c'est l'État qui abuse de ses droits, qui abuse de sa force contre le citoyen, qui nous taxe sans nous demander notre avis et on le voit aujourd'hui avec la sortie des fichiers Epstein qui crée une caste qui est au-delà des lois et au-delà de tout contrôle et que le survivaliste ne va pas simplement essayer de survivre à une catastrophe plus ou moins précise ou plus ou moins définie, mais il va transformer cette philosophie en mode de vie, en attitude de recherche de l'autonomie pour atteindre la liberté, liberté face à celui qui est le moindre, celui qui est le moins garant de notre liberté, c'est-à-dire l'État, alors que l'État, lui, est un survivaliste absolu, puisque avec l'argent du contribuable et la dette, notamment, il se prépare pour ce qu'on appelle la continuité du gouvernement et que les centres de décision, les centres de pouvoir, et y compris également les élites qui tirent les ficelles autour de cet État, eh bien, eux ont des bunkers, ont des centres de commandement, ont des bases, même pas du tout secrètes, hein, qui sont parfois très bien connues, avec des réserves de nourriture pour tenir sous le prétexte de dire, en cas de guerre, nous, on doit pouvoir continuer, vous, la population. Et ça, c'est une grande différence entre les années 50, où on essayait de construire des abris pour toute la population. En tout cas, c'est une idée même aux États-Unis, et certainement, ça a été mis en application dans des pays comme la Suisse, chez moi, ou en Suède, alors qu'aujourd'hui, le message est clairement, nous allons survivre en cas de guerre nucléaire, quitte à nous amener à l'idée que nous allons déclencher une guerre nucléaire, parce que comme ça, nous, on survit et pas vous.
Mais bon, là, je spécule. En revanche, ce qui est bien réel, c'est qu'ils ont des bunkers gigantesques pour des... Et c'est pas que les États-Unis, la Chine, la, la Russie ont des postes de commandement gigantesques capables de contenir et de faire vivre pendant des années sous terre des dizaines de milliers de militaires. Alors j'espère qu'ils font venir aussi des jeunes femmes parce que sinon ça va être un petit peu ennuyeux et ça va être assez vite déplorable. Mais enfin, c'est une réalité qui a été bien documentée alors que la population aujourd'hui, bon, on va leur dire, comme j'écris dans mes livres sur comment se préparer aux guerres nucléaires, on va lui dire à la population, bon, si tu vois de la lumière, va dans le métro. Et puis, advienne que pourra. Ouais. En lisant votre chapitre, donc, qui s'appelle justement Les plus grands survivalistes sont les États, je me suis dit, donc en découvrant, enfin en découvrant pas tout à fait quand même, j'en avais entendu parler, les plans de continuité des gouvernements, je me suis dit c'est amusant parce que c'est comme si, parce qu'au même moment j'étais en train de lire Technique du coup d'État de Malaparte. Mhm. Et Malaparte, c'est amusant, c'est sans doute l'un des premiers qui, qu'en analysant les coups d'État, s'est intéressé en fait non pas au lieu symbolique du pouvoir, mais en fait aux infrastructures critiques. Et il s'est dit, prendre le pouvoir, c'est conserver ça, c'est tenir ça. Et c'est marrant, je me suis dit, est-ce que Malaparte n'est pas un des premiers aussi à avoir pensé un peu le coup d'État et la technique du coup d'État en termes survivalistes, en quelque sorte. C'est- Oui, alors en fait, très prosaïquement, la réalité, c'est que euh, si vous avez vu le film, et je crois que vous êtes un fan de cinéma, Docteur Folamour, hein, Ah oui, oui, Doctor oui. Ah oui, Strangelove, ouais, c'est une caricature de cette mentalité paranoïaque ouais. qui est de dire, dans la course aux armements nucléaires, dans cette destruction mutuelle assurée qu'amènent les armes nucléaires lorsque plusieurs comment dire, euh, puissances sont capables d'avoir des missiles de première frappe, de seconde frappe, des bombardiers, des sous-marins lanceurs d'engins, eh bien, la logique, si elle n'est pas maintenue sous contrôle, et c'est certainement le risque qu'il y avait avant la crise de Cuba, et qui recommence aujourd'hui alors que le traité START vient d'être non renouvelé d'ailleurs, euh, cette logique, c'est de dire, si l'ennemi nous attaque, il faut qu'on puisse survivre pour pouvoir répondre à cette attaque et tenir le plus longtemps. Et ce qui avait poussé Kubrick, en étant ironique, de dire qu'au fond, c'était celui qui allait avoir les abris les plus profonds, avec la capacité d'avoir le plus de survivants à l'intérieur, et qui allait pouvoir se reproduire le plus rapidement possible, qui allait pouvoir émerger un jour et ressortir de sa terre, tels les Morlocks dans la machine à remonter le temps, pour Euh, être plus fort que l'ennemi, qu'il soit capitaliste ou communiste, selon le camp et d'autres. Et cette absurdité, cette course à l'armement destructeur avait été dénoncée par ironie dans la littérature aussi, avec les livres comme On the Beach de Nevil Shute, ou même par le cinéma voilà, de catastrophes, sans parler des cinémas post-apocalyptiques, mais il y avait ce cinéma, ce film qui a fait beaucoup parler de lui au début des années 80. Le nom m'échappe, je l'ai au bout de la langue. Euh, il y avait A Boy and His Dog, mais c'était un autre, The Day After, le jour ah d'après, oui, le jour d'après. qui montrait de manière très réaliste à quoi pourrait ressembler une guerre nucléaire du point de vue d'un petit village, d'une petite ville. Euh, et à cela s'ajoute l'imaginaire, bien sûr, Rambo et plein d'autres films euh, qui, 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 euh, qui approchent qui touchent à l'approche survivaliste. Mais c'est vrai que les États n'ont jamais arrêté, ils continuent. Alors certains États le font de manière extrêmement professionnelle, hein, comme la Russie, la Chine, les États-Unis. Euh, D'autres le font un peu uniquement pour leurs forces armées, c'est le cas de la France. Et puis d'autres le font pour vraiment toute leur population. La Suisse, la Suède sont deux exemples, avec des abris équipés, avec des hôpitaux souterrains, des bases, en plus des bases militaires, de quoi cacher pendant la guerre nucléaire toute la population, en tout cas une grande partie. Alors, on l'a jamais testé, hein. Après, il faudra voir si ça marche. Mais voilà, donc ça fait partie du contexte contre lequel le citoyen dans les années 90, venant des États-Unis, se dit, mais au lieu de faire tout ça, est-ce que finalement, dans un esprit libertarien, on ne devrait pas supprimer l'État et déjà pour un certain nombre de citoyens, se sortir de l'emprise de l'État par l'autonomie, l'indépendance
euh, et certainement ne pas être dépendant de l'État, surtout pas pour notre survie, parce qu'on le voit, et on le voit au quotidien aujourd'hui partout en Europe. L'État, c'est celui qui nous fait du mal. L'État, c'est celui qui importe des criminels dans nos rues. L'État, c'est celui qui vole l'argent des contribuables pour s'en mettre plein les poches et le redistribuer à ses copains, et qui, en plus, abuse sous forme d'excès absolument démoniaques sur des innocents et qui couvre tout ça parce que la puissance monte à la tête. Et ça, bah, c'était dénoncé déjà depuis longtemps, même depuis bien avant les années 90. Et alors, les inégalités en termes de revenus étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire mirobolantes aujourd'hui, c'est-à-dire que enfin, je pense que c'est des points sur lesquels, si on prend la France ou même le monde entier avec la Chine de l'époque de Louis XIV, le plus humble de ces sujets, si on fait une courbe de richesse entre le plus humble des sujets et le plus riche, ou voire le souverain, on n'a pas le centième de ce que l'on a aujourd'hui entre Elon Musk ou d'autres. Hein. On peut citer des noms qui sont aujourd'hui un peu plus mouillés par les dossiers Epstein que celui d'Elon Musk. Bon, enfin bref, toujours est-il que si on prend cet angle-là, on a aussi un survivalisme étonnant, c'est celui des milliardaires qui fait pas mal fantasmer, qui est quelque chose dont il faut dire quand même un mot, quand même, parce qu'il est révélateur de notre époque. Oui, alors ça, effectivement, c'est d'ailleurs une des parties de ce livre qui est inédite, parce que Ouais. c'est aussi un phénomène très récent. Euh, Pendant très longtemps, les riches ont, bah, d'abord, les riches ont toujours existé, si on veut, ou les élites, mais en général, ceux qui avaient les moyens avaient une maison à la campagne, ou peut-être un manoir à la campagne, ou un château fort peut-être pour certains. C'est le cas de beaucoup de grands bourgeois ou de gens fortunés en Europe qui ont leur maison, mais depuis l'époque romaine. Hein. Le Sénèque avait, ou Cicéron avait leur villa où généralement ils allaient pour finir leur vie et se suicider lorsqu'on leur demandait de le faire. Mais enfin, récemment, ce sont des gens très, 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 très fortunés. Et aujourd'hui, ce sont des fortunes. Vous mentionnez Elon Musk, dont la famille a de quoi se protéger en Afrique du Sud. Je le connais de première main, de cet aspect-là. C'est quelqu'un aujourd'hui qui pèse 800 milliards de dollars. Enfin, alors certes, il y a de l'inflation qui galope en ce moment, mais enfin, c'est des sommes colossales. Et ça donne, avec ces moyens, on peut s'acheter des îles entières, pas forcément pour y faire venir des enfants, hein, pas tout le monde, pas tout le monde a les travers ignobles de certains oligarques, mais beaucoup ont des îles. Mon ancien patron, Larry Ellison chez Oracle, il s'est acheté une île au large de Hawaï. D'autres ont des îles euh, plus cachées dans le Pacifique. D'autres ont des domaines entiers dans le Montana ou dans les montagnes rocheuses ou en Amérique du Sud, en Argentine notamment, c'est très à la mode, ou en Nouvelle-Zélande, etc. Pensant que le jour où la crise arrive, ils auront le petit coup de fil d'avance pour les avertir et ils vont prendre leur famille ou leurs amis. Ils travaillent pas mal avec des amis, c'est assez rigolo. Et pouvoir prendre leur avion et arriver là-bas et ensuite congédier leur personnel qu'ils abandonnent et se réfugier dans ces domaines ou dans des bunkers parfaitement luxueux et bien équipés. Et en fait, sans avoir jamais fait le moindre travail manuel dans ces lieux et comprendre comment ça fonctionne et savoir même comment, et même vérifier si tout fonctionne, voire même faire confiance au personnel qui inévitablement serait sur place, que le personnel ne les abatte pas froidement ou leur tranche la gorge vite fait en cas de réelle crise et s'approprie de leurs biens et de leurs choses. J'ai eu des... il m'arrive de faire du consulting auprès de gens, peut-être pas au niveau des oligarques, quoique il y a des oligarques français qui ont des îles sympas en Bretagne et ailleurs. Hein. Mais bon, si vous n'avez pas un lien très fort avec les gens avec qui vous êtes, et si vous n'avez pas travaillé vous-même pour votre autonomie et votre indépendance, vous arrivez dans votre ranch en Argentine, vous arrivez dans votre domaine en Nouvelle-Zélande, et quoi? C'est la guerre nucléaire, c'est la catastrophe, et, bah, et vous croyez que le personnel, il va pas vous tuer pour prendre vos biens et prendre votre place? Mais vous croyez quoi? Alors, Ouais. eux se disent même, alors par rigolade, et ils y croient, c'est ça qui est fou. Ils disent, et ils le disent, on devrait mettre un collier électronique à notre personnel
peut-être même avec une petite bombe qui leur explose l'arrière du cou si jamais ils désobéissent. Mais évidemment que personne n'accepte. Enfin, c'est complètement stupide. Donc, des gens pourtant intelligents et capables d'accumuler des richesses immenses, parfois croient qu'on va pouvoir s'acheter la survie, qu'on va pouvoir s'acheter parce qu'ils sont habitués à ça. Et j'ai vu, de mes yeux vus, des gens avoir ces réflexions et, euh, et ne pas être dans ne pas être dans le concret. Alors que, évidemment, il y en a, certains, eux, font le travail. Et à ce moment-là, on redescend dans ce domaine-là de beaucoup de classes sociales et qu'à la fin, quand il faut aller vider les latrines et déboucher les, les problèmes de plomberie ou de réparer l'électricité, que vous soyez milliardaire ou que vous soyez comme vous et moi, eh bien, le problème est le même et les compétences à acquérir sont les mêmes et vous redevenez, et ça c'est bien, on redevient humain à ce moment-là. Ils n'ont pas lu, ces milliardaires, la dialectique du maître et de l'esclave, et ils s'apprêtent à la vivre en direct. Ça peut être amusant. Bon. Et alors, vous faites ensuite litière de clichés et de mythes, hein, alors vous les avez vraiment listés de manière très précise, hein, et c'est assez, c'est assez amusant en fait. Tout ce passage, c'est plaisant à lire. On va pas s'intéresser à tous peut-être, mais euh, il y en a plusieurs quand même sur lesquels on peut se pencher. Alors, il y en a un que j'aime bien, j'aimerais quand même que vous reveniez dessus, c'est si on ne sauve pas tout le monde, on ne sauvera personne. Il faut donc travailler collectivement pour cela. Bon, on voit un petit peu qui est derrière tout ça, mais enfin, bon. Mais c'est amusant ça. Ouais. Dans les années 2000, puisque mon approche personnelle a commencé autour de 2003 avec la guerre en Irak, que j'avais compris, et c'était vraiment un choc de voir cette compréhension que c'était du mensonge total. Et ça m'a permis de comprendre que depuis 2003, tout est mensonge, mais ça m'a aussi permis de comprendre qu'avant 2003, tout est mensonge, ou quasiment tout est mensonge. Voilà, je viens d'éviter la 17e chambre, la 17e chambre. Voilà, et donc, effectivement, il y a plein de gens qui, déjà depuis les années 70, par exemple, Paul Ehrlich, ou les gens qui avaient parlé euh, du réchauffement climatique ou de la fin des ressources, on peut même remonter à Malthus, euh, étudient les problématiques d'effondrement des économies, des sociétés thermodynamiques dans lesquelles nous vivons. Très bien. Sans doute, ils ont parfois des raisons sur certains points. Peut-être ils se trompent sur d'autres. Moi aussi, il m'arrive d'avoir souvent raison, presque toujours, mais aussi de me tromper sur le timing notamment, parce que pour moi, l'effondrement de notre système économique, il devrait être abouti alors que il péclote, comme on dit en Suisse, il est encore brinque-ballant, mais il est encore là. Donc nous y sommes encore, il y a encore du pétrole, hein, après tout. Je suis ravi d'avoir dans la même collection que comprendre un livre sur le pétrole abiotique, il est très intéressant. Et donc, j'y crois pas, mais il est très intéressant, donc il faut le lire. Et, euh, et donc, le monde écologiste, dont je viens d'ailleurs à l'origine, il y a longtemps, il y a 25 ans, nous expliquait que oui, on va vers des problèmes. Et leur approche, au lieu de se responsabiliser et se dire, bon, on va travailler de manière individuelle, comme le dit en gros le modèle survivaliste, et par la somme des individus et par cercle concentrique, nous, nos amis, notre famille, notre village, notre quartier, puis petit à petit, on crée une petite société en partant du bas, eux nous disent, non, mais en fait, il faut sauver tout le monde. Et donc, il faut arriver par le haut et convaincre les États d'utiliser leurs forces, leurs ressources, etc. Et c'est là la source de ces théories réchauffistes, de cette écologie d'escroquerie qui a été mise en place aux États. L'écologie, c'est quelque chose de bien, d'important, sauvegarder notre environnement, ce qui nous permet de vivre avec un air pur, de ne pas tomber malade avec ce qu'on mange, bref, et la pollution, éviter la pollution, etc. Mais ça devient une escroquerie quand on utilise les ressources que l'État vole aux citoyens pour mettre en place des projets dans lesquels ben, tout le monde a ses mains griffues et pour en gros faire de l'escroquerie et non pas quelque chose de réel. Et donc, et aussi, pour ceux qui y croient sincèrement à cette méthode de dire on veut vraiment sauver tout le monde, en fait, ça dispense de travail parce qu'on se dit, bon, au fond, c'est l'État qui s'occupera de nous. Et ça nous permet de culpabiliser tout le monde en disant, oui, mais regardez, moi,
Donc c'est une sorte il y a un terme anglais, mais j'essaie de le traduire. Euh, Comment dire, de valorisation de soi par rapport aux autres en disant, mais vous voyez, moi, je réfléchis à la planète, moi, je veux sauver tout le monde. Oui, mais en fait, Ouais, ça ne fait rien. En fait, ça ne fait un rien. signal de vertu ou Signal de un... vertu. Ouais, Voilà, signal de vertu fort, alors qu'en réalité, ben, on fait rien. Alors, quand c'est quelqu'un qui est sincère, il fait pas du mal aux autres, mais simplement, il se dispense souvent de travailler. Et c'est vrai que trier ses déchets ou fermer, prendre une douche au lieu de prendre un bain, bon, pourquoi pas, et c'est très bien, pourquoi pas. Mais si c'est ça, la survie, non, ça marchera pas, parce qu'on a besoin de couvrir nos besoins d'une manière intense. Et le survivaliste, lui, croit qu'on va déjà commencer par soi-même et petit à petit montrer l'exemple et influencer autour de soi au lieu d'essayer de commencer de manière théorique par le haut. Et c'est ce qui différencie beaucoup. Alors, il y a une forme de... Il y a eu des mouvances hein, comme la décroissance qui sont, que j'explique dans le livre. Il y a aussi la collapsologie qui se résume à essayer d'analyser les problèmes, mais pas de donner des solutions pratiques. Ce sont des solutions généralement un peu dépressives. Et d'ailleurs, les collapsologues sont souvent des universitaires un petit peu dépressifs. Ils devraient manger un peu de steak de temps en temps pour reprendre de la globule rouge et de la vitamine D. Mais enfin, j'ai rien contre eux, mais ce sont, d'un point de vue survivaliste, ce sont pas des solutions pratiques, ce ne sont pas des solutions applicables, et c'est presque de la masturbation intellectuelle. Alors que dans la réalité, alors j'inclus pas les décroissants dans ce que je viens de dire. Les décroissants font un travail de leur côté, et souvent, souvent c'est juste la même chose que le surréalisme avec d'autres noms, d'autres terminologies. Mais non, on ne sauvera pas tout le monde. Et personne n'a jamais sauvé tout le monde. Ça n'existe pas. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé. On va déjà se prendre en main, on va se responsabiliser, on va devenir des adultes responsables. Et pour nous et nos familles, on fait ce travail qui est expliqué dans ce livre, notamment. Et alors, il y a un cliché ou une imposture, je dirais, jumelle de celle on sauvera pas tout le monde, c'est le survivalisme empêche l'action politique. Et ça, j'aimerais aussi vous entendre là-dessus. Oui, alors, c'est tout à fait intéressant parce que je fais partie de ceux qui n'aiment pas trop faire de la politique, et c'est une erreur, parce que je suis tellement cynique et désabusé, et c'est peut-être dû à mon âge aussi, du monde politique corrompu et pour lequel on ne peut avancer que si on donne des gages, et ces gages, plus on monte, sont de plus en plus des damnations personnelles, parce qu'on On est en a obligé l'illustration très dans concrète l'administration, aujourd'hui. parce qu'on est obligé de mouiller littéralement, parfois physiquement, dans des choses horribles pour pouvoir être tenu. Et une fois que ça arrive, on va plus changer les choses, parce que c'est trop tard. Sans même parler de la corruption purement financière et matérielle. Le... Néanmoins, la politique, si vous ne vous y intéressez pas, elle s'intéresse à vous tôt ou tard. Mais au fond, on peut être métapolitique. Travailler sur son indépendance et sur sa liberté, c'est être moins dépendant de l'État. Ça veut dire qu'on peut vivre un petit peu en dehors de la société, peut-être pas complètement. Un pied dedans, pourquoi pas, un pied dehors. Et ça nous permet aussi d'avoir plusieurs cordes à son arc, plusieurs métiers. J'ai toute une liste de métiers qui sont intéressants à développer à côté de celui que vous avez peut-être dans le tertiaire. Et comme tout dans la vie, ce n'est pas l'un ou l'autre. Alors, c'est ma manière de faire. Peut-être que des gens ne comprennent pas et devraient travailler sur cette approche de la vie. C'est que vous pouvez être un père de famille et un ingénieur et avoir un hobby manuel qui fait que vous allez tirer au stand de tir avec vos pistolets ou votre fusil et que vous aimez couper du bois et pour votre fourneau à bois. Rien, ça ne paraît pas stupide ce que je viens de dire. Je pense à la plupart de ceux qui nous écoutent. On peut très bien être multitâche, multifonctionnel. Et vous êtes capable de travailler un petit peu votre électricité chez vous. Vous êtes capable de faire un minimum de travail de plomberie. On dit toujours que les femmes sont multitâches parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, travailler, se faire belle, etc. Pourquoi pas? Mais les hommes aussi peuvent être multitâches. Robert Heinlein avait une très belle phrase dans un de ses livres de science-fiction. Le nom m'échappe, mais la phrase, en gros, et je la paraphrase parce qu'elle est très longue, mais elle dit un homme doit être capable de réparer un moteur,
se battre, euh, rigoler et, et lier des amitiés avec des inconnus, avoir un métier. Et la liste est très très longue. Et c'est vrai. Alors, celui qui est ultra spécial, il disait, voilà, la spécialisation, c'est pas pour l'être humain, c'est pour les insectes. Et c'est pas faux. Je ne suis pas spécialiste d'insectes, mais c'est vrai que quand on voit les fourmis ou les abeilles, il y a des spécialisations. Et nous autres, êtres humains, pouvons être à la fois, donc, se préparer dans notre vie personnelle à être autonome et à la survie, tout en étant, pourquoi pas, actif dans le militantisme politique, tout en faisant même participer à la vie politique locale en étant un élu de votre commune, en étant un conseiller municipal, en étant actif pour faire valoir vos idées, euh, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être très théoriques, hein. Vous pouvez être un marxiste, vous pouvez être un libertarien, vous pouvez être de droite, de gauche, peu importe ce que vous voulez. Mais c'est pas tout. Nous ne sommes pas que ça. Nous sommes multiformes et multitâches en tant qu'être humain. Je ne sais pas si je Et, réponds à votre oui, si, question. si, si, si. Alors, je pensais aussi à un autre aspect, c'est celui que j'aurais appelé non pas métapolitique, mais infrapolitique. C'est-à-dire une sorte de niveau zéro, mais pas du tout au sens négatif du terme, mais au sens au plus près au plus loin, justement, des abstractions idéologiques, mais au plus près du concret. C'est-à-dire un peu le politique tel qu'il nous est apparu au moment de la crise du Covid, lorsque on s'est rendu compte qu'avec certains de nos voisins qu'on ne se connaissait pas forcément, bah, on a développé des liens de solidarité forts parce que on partageait pas forcément une analyse, mais déjà une réticence, une Mhm. crainte, et puis on a échangé avec eux, puis on s'est rendu service. Et puis à l'inverse, on a vu des gens qui peut-être formellement avaient des opinions sur des grands sujets où on est très idéologisé, voisines de nous, des nôtres, et puis finalement pas du tout. Et finalement sur le Covid, où c'est bien plus fondamental, primaire, et ben enfin, vous voyez ce que je veux dire cet aspect-là du politique, il me semble plus près, oui, du survivalisme, justement. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Covid a été un test grandeur nature pour nous autres qui sont aussi dans cette mouvance survivaliste. On a pu tester on a pu découvrir certaines failles de notre préparation. On a pu aussi montrer que finalement, on voulait nous confiner à la maison, mais on s'en fout, on a tout ce qu'il faut, on sait vivre de manière autonome. Et puis, si l'État commence à dire, je vais t'obliger à faire quelques procédures médicales, ben, on peut se défendre. Et on peut se défendre à plusieurs. Et donc, on est capable de dire non. Et dire non, c'est hautement politique. Oui, oui. Et on a vu aussi dans cette crise comment dire, la fragilité en direct des sociétés complexes qui ont des chaînes d'approvisionnement, les fameuses chaînes de valeur qui à l'étendue du monde dans le et donc c'est ce que vous abordez dans un chapitre qui s'appelle Pourquoi se préparer? Très intéressant. Donc c'est qui pose le problème de la société complexe et dont il faut prendre la mesure pour commencer à réfléchir, enfin à cartographier pardon, les risques, en fait. Oui, alors effectivement, d'abord, alors dans l'introduction, j'avais mentionné quelques listes, une petite liste de crises récentes ou même pas trop récentes, mais enfin sur les 20-30 dernières années, où, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tout va bien, rien, il y aura rien et rien n'arrive jamais. Parle. La liste est longue de crises, et ne serait-ce que la crise financière de 2008, celle évidemment du Covid. Et puis ensuite, bah, ça montre aussi une manque d'imagination parce que les gens peut-être sont ceux qui disent ça sont soit très jeunes ou soit vivent confortablement à, je sais pas, à Neuilly. Mais sinon, partout en France, on a une crise économique larvée avec une augmentation des prix, une insécurité galopante. On le ressent tous, même ici en Suisse. Et quand je voyage en France, eh bien, ça reste un très beau pays. On n'est pas encore à Haïti, on n'est pas encore dans la Yougoslavie de 1995. Mais enfin, on sent on se rapproche d'une situation à la libanaise, on se rapproche de crises qui ont existé. Et que il faut être quand même un tout petit peu clairvoyant et je dirais même, bon, pas paranoïaque, c'est pas le mot du tout adéquat, mais il faut être un tout petit peu réaliste quand on regarde les choses. Il ne faut pas rester
dans une innocence. La crise, elle est là, tout le monde le ressent. Les prix, ils ont triplé, quadruplé depuis 5 ans. On sent bien que les impôts nous attaquent de toutes parts, que l'État ne sait- c'est une passoire qui perd de l'argent, enfin, qui gaspille, qui redistribue à des copains sans arrêt. Bref, c'est fini. Et donc ces crises, qu'elles soient économiques, sociales, de sécurité personnelle, euh, voilà, ou d'approvisionnement, qui sont certainement celles les plus dangereuses dans un monde tellement complexifié comme qu'est le nôtre, eh bien, nous ramène à se dire le survivalisme est important parce que l'adversité, les difficultés, elles ont toujours été là. Elles changent de forme parce que nous avons un cerveau et que aujourd'hui nous n'avons plus peur des bêtes féroces dans la nature. Enfin, quoique. Mais parce que c'est plus tellement la nature. On a peur des bêtes féroces dans les villes, mais on n'a plus les mêmes problèmes que dans le passé, à moins d'être, par exemple, aux Caraïbes. Le problème, voilà, à Paris, c'est pas les tempêtes de neige. Euh, Sauf quand il y a 3 centimètres de neige et que ça crée des bouchons. Mais enfin, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Mm. En revanche, c'est vrai que nous avons complexifié nos sociétés, donc les risques ont changé, mais les risques sont toujours là. Et donc faire face, avoir de quoi tenir le coup, c'est un bon sens total, c'est un bon sens d'une évidence qui crève les yeux. Et pourtant, du fait du confort, du fait de la croyance, parce que c'est une croyance dans l'État-providence et dans l'État qui viendra nous sauver, il ne viendra pas nous sauver, eh bien, nous sommes épargnés ce que nos grands-parents et tous nos ancêtres ont toujours fait, Mm. c'est-à-dire nous préparer à des crises qui ont toujours existé. Il y a toujours eu des hivers difficiles, il y a toujours eu une invasion peut-être, ou des troubles, ou la crainte d'être agressé dans la rue. Ça a Mm. toujours existé. Ça, c'est vrai quand les gens disent oui, mais avant aussi, on se faisait agresser dans la rue. Oui, c'est vrai. Et, la différence, c'est qu'ils nous ressemblaient, les gens qui nous agressaient, mais c'est tout. Et donc, ça nous fait une belle jambe. Enfin, à la fin, quand vous vous êtes fait péter la gueule pour qu'on vous prenne votre portefeuille, bah, c'est que ça fait mal de la même manière. Et donc, apprendre à nous défendre, c'est quelque chose d'important. À l'époque, les gens savaient se défendre. En 1890, quand on se faisait agresser dans un mauvais quartier de Londres ou Paris, on avait un petit pistolet sur soi, on avait un couteau, euh, et on défendait chèrement notre vie. Et puis voilà. Pourquoi on le fait plus? On peut apprendre. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que vous notez quelque part que les populations européennes, finalement, ne connaissent plus depuis 1945, ouest européenne en tout cas, Ouais. elles sont dans le confort et dans le relatif confort en tout cas, et vivent sous cloche en réalité. Oui. Et c'est dangereux. Ouais. Oui, alors on peut, et d'ailleurs, ça aussi, c'est un mythe qui est important d'expliquer que le surréaliste ne rejette pas forcément la modernité ou le monde moderne. Nous sommes très heureux d'avoir et d'ailleurs, nous en avons dans nos stocks, d'avoir des antibiotiques ou d'avoir des antidouleurs. Euh, Pendant longtemps, hein, on avait une dent carriée, on se la faisait arracher à coups de burin ou à coups de pierre pour les plus anciennes technologies, et à partir des Grecs et des Romains, ou peut-être même des Égyptiens, avec une pince, mais sans anesthésie, ou alors avec un peu d'alcool avant. Sous ivresse, on sent moins la douleur. Mais bon, on est content d'avoir toute cette incroyable technique aujourd'hui qui nous apporte tant de confort et de bien-être. On doit l'accueillir et l'accepter avec plaisir, bien entendu, et gloire aux grands ingénieurs, comme on dit souvent, merci à la grande magie de l'homme blanc, parce que c'est quand même incroyable ce avec quoi on vit, mais l'autre face de la médaille, c'est de trop s'y habituer, d'être dans un confort qui nous fait perdre de vue les réalités qui sont pourtant toutes proches, hein. Arrêtez cessez de manger pendant 3 4 jours si vous n'êtes pas habitué à jeûner, ce qui est le cas de la plupart des gens. Vous allez voir comment vous allez être énervé. Et si vous voyez vos enfants avoir faim, etc., très vite, vous allez être prêt à toutes les conneries et toutes les violences et ça va mal se passer si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas une bonne stratégie, pour arrêter qu'ils pleurent de faim.
sauf que vous allez vous heurter avec les autres. Et là, le vernis poli de la société, qui est un vernis vraiment très très fin, il va éclater tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, on peut faire de la politique, mais bon, on a bien vu que depuis les années 70, on nous a avertis sur toutes sortes de problèmes qui sont maintenant là. Eh ben, on n'a rien fait. Pire, on les a empirés, on a appuyé sur l'accélérateur dans le mauvais sens. Ok, ben maintenant on risque de le payer. Donc, collectivement, ça va être difficile, mais individuellement, on peut faire des choses. Et le survivalisme est une de ces approches qui est souvent voilà, galvaudée ou moquée ou caricaturée par les médias. Et donc, je voulais, dans ce livre, remettre le- 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 l'église ou la mosquée au milieu du village, je sais pas comment, ça dépend pour qui va lire le livre, ou la synagogue, ou l'île aux enfants. Mais en tout cas, voilà, on va y remettre les choses à leur juste place pour se rendre compte que ce n'est que du bon sens. D'ailleurs, le livre a comment dire, parce il y a un défaut dans le surréalisme, c'est l'utilisation des acronymes. Et ces acronymes, et c'est comme dans toutes les disciplines, parfois ils peuvent être un peu abscons et compliqués pour ceux qui sont néophytes et qui ne les comprennent pas. Donc j'ai fait un lexique avec les notions les plus courantes qui personnellement sont rébarbatives. Je les déteste, j'essaie de rester. Mais bon, dans la réalité, quand vous allez sur Internet ou quand vous discutez avec des gens, on utilise ces Bob, Bad, Bug Out, etc., qui sont souvent des anglicismes ou des termes anglais, et on ne s'y retrouve pas. Et donc j'ai fait un petit. Voilà, parce que il faut expliquer simplement les choses. À la fin de ce chapitre sur le pourquoi se préparer, vous évoquez en fait un point qui est me semble aussi très important, c'est que quand on est amené donc à se poser ces questions, on est aussi amené à se poser des questions tout simplement, enfin essentielles, hein, pourquoi survivre? Et finalement, c'est une sorte, en fait, le survivalisme peut amener une prise de conscience et ce que j'appellerais un survivalisme profond. C'est-à-dire, OK, pourquoi rester vivant? Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Oui, fondamentalement, tout ceci nous confronte à notre mort. Euh, Mort qui est évacuée de notre monde moderne. On ne voit même plus les cadavres des gens, même dans notre famille, qui voient encore le corps embaumé, ne serait-ce qu'embaumé, hein, de nos parents quand ils décèdent. Euh, voilà, tout est caché et on peut comprendre que ça part d'une bonne Il intention. suffit de le demander, hein, et il y Bien a un sûr, métier, ça s'appelle les thanatopracteurs, ils font ça très bien, bien entendu. et on peut maintenir hein, ce contact avec nos disparus. Voilà. Mais c'est vrai que Alors, j'irai pas jusqu'à les garder embaumés comme Lénine au tombeau de Lénine, hein, mais c'est quelque chose qui vaut la oui, peine de oui, faire et j'amène mes enfants lorsque il y a un décès dans ma famille pour qu'on voit le corps une dernière fois. Dans le temps, il y avait les veillées funèbres. oui, Moi, il m'est arrivé de secourir bon, dans différentes circonstances des gens mourant dans des accidents de la route, etc. Et de les voir mourir sous mes soins trop tard. Et bref, et malheureusement, on a été privé de ça, de cette expérience, qui est une expérience pourtant indispensable à la vie. Et donc, on s'est détaché de ça. Et réfléchir aux crises, en fait, réveille en nous notre peur, notre crainte de la mort, qui est très naturelle et que généralement encadre la sagesse, la religion, mm, la confrontation, et puis même aussi le manque de violence de notre monde comparé aujourd'hui, heureusement, on ne va pas à la guerre, bien qu'ils essaient très très fort hein, de nous envoyer en Ukraine. Heureusement, on ne va pas à la guerre, on ne va pas pourrir et mourir dans des tranchées pour le grand capital, si je puis dire le fond de ma pensée. Mais clairement, le désavantage, c'est qu'on n'est plus conscient de ce que ça veut dire. Et donc, ça nous fait peur. Et donc, réfléchir à la survie, ça nous fait réfléchir à la mort. Et pour beaucoup de gens, ben, c'est repoussant. Il y a un côté de crainte très forte. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre, Survivre à la peur, qui est un gros livre. Là, alors, c'est l'opposé. C'est pas 147 pages, c'est plus de 1000 pages, en deux tomes, donc, qui explique comment faire. Mais enfin, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ça fait partie de comprendre nos émotions, comprendre qui nous sommes, comprendre comment on réagit
la gestion mentale, en réalité, ça fait partie du survivalisme. J'en fais mention, évidemment, dans ce comprendre le survivalisme, mais c'est développé plus loin dans d'autres livres ou même dans des livres plus de psychologie, voire de psychiatrie. C'est clair que c'est un élément important de notre... euh, la mort est un élément important de notre vie. Alors ensuite, on passe en fait aux aspects opérationnels, au guide pratique. Et là, vous commencez par lister les fondamentaux, hein, ce à quoi il faut penser, ce à quoi il faut se préparer, et en fait, en partant du plus nécessaire, du plus absolument nécessaire, l'indispensable, jusqu'au non pas dispensable, mais moins indispensable, hein. Et donc, c'est hiérarchisé. Et c'est intéressant, c'est que, bon, on peut dire après coup, après l'avoir lu, oh, c'est du bon sens, là. Oui, oui, c'est du bon sens, mais on va gagner du temps. Et on profite de l'expérience de ceux qui se sont cassés le nez, qui ont fait essai-erreur. Et là, on a en une dizaine de pages, le condensé pratique, enfin, ouais, le vadémécum, comme on disait un petit peu. Ouais. Oui, le bon sens n'est pas toujours facile. D'abord, Le oui. bon sens nécessite parfois de l'organisation, de la structure, euh, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Alors, dans le survivalisme, on a des erreurs classiques, celui de vouloir se préparer à tout le temps, et être prêt à tout, alors que non, non, il faut réfléchir au plus petit commun dénominateur. De quoi avons-nous besoin, quoi qu'il arrive? On a besoin de respirer, parce que plus que 3 4 minutes sans respirer, ça va être très compliqué. On a besoin d'eau propre et potable, parce qu'au bout de 3 4 jours sans boire, ça va être difficile. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se soigner, on a besoin de liens sociaux, on a besoin de se défendre, etc. Et comment tout ça, ça s'hiérarchise? Parce que l'erreur, c'est de tomber dans nos préférences personnelles. Il y a des gens qui adorent le potager et qui vont faire que du potager, mais ils vont pas penser à se soigner en cas de fermeture des hôpitaux ou des pharmacies, ou peut-être, voilà, ils n'aiment pas la violence, alors ils vont jamais penser à se défendre. D'autres adorent la confrontation physique, et donc ils vont faire des arts martiaux à fond, ils vont acheter un fusil, ils vont s'entraîner, etc. Mais en fait, le potager, ça les intéresse pas du tout. Et puis alors de l'eau, qu'est-ce qu'on s'en fout, il y en aura toujours. Non, non, soyons structurés. Et donc, je propose quelques pistes de structure mentale qui sont alors évidemment euh, des résumés de tout ce qui existe, mais qui sont aussi le moyen pour les lecteurs de ce livre, de se dire, ah oui, il y a quand même pas des hiérarchies, mais des catégories sur lesquelles il faut avancer en parallèle, mais il faut toutes les approcher parce que, voilà, de même que celui qui est un peu solitaire, c'est mon cas. Moi, j'aime bien être tout seul dans mon coin. Mais nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de connaître nos voisins. Donc il faut se forcer à aller voir les gens, à discuter avec eux. Et ça commence par des petits pas. Et aujourd'hui, on voit bien que les jeunes, ils sont tous sur des téléphones portables. Et je vois même avec mes enfants, je dis, appelle ton oncle pour lui demander et lui envoie un message. Je dis, non, tu n'as pas écouté ce que je viens de te dire. Tu l'appelles avec ton téléphone et tu prends rendez-vous et tu vas le rencontrer pour un café ou déjeuner, etc. Parce que, et ils sont tous habitués par la facilité de cette machine à ne plus, mais ils perdent le contact humain, ils perdent la capacité à lire les expressions faciales, à comprendre les allusions, ce qui fait que les rapports humains peuvent être subtils, charmants et intéressants. Et nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas tous Bill Gates, qui est une sorte d'autiste nerd maléfique depuis toujours. Et enfin bon, j'ai travaillé contre lui, c'est horrible. Voilà, j'avais raison. En tout cas, je me comprends. Ceux qui ont travaillé dans l'informatique savent de quoi je parle. En tout cas, cette structure, elle est importante. Donc là, évidemment, c'est un livre qui est un livre de compréhension et de démarrage. Et donc, on ne va pas très très loin, mais on donne les éléments essentiels. Parce que beaucoup de gens euh, se demandent par où commencer. Donc là, il y a vraiment l'ébauche première, structurée. Et après, on démarre et on peut aller plus loin sur Internet ou dans d'autres livres, ou surtout en faisant soi-même le travail. En commençant petit à petit, et ça coûte rien, mais en faisant un tout petit peu d'effort, on comprend les choses. Parce que recevoir un guide de l'État, un flyer de l'État qui vous dit
et qui est pas nul, hein, je dois le dire, je ne le méprise pas, mais il est largement pas suffisant quand il dit, voilà, allez, une lampe torche, 3 piles, une couverture, 6 litres d'eau, mais 6 litres d'eau, ça peut être bien si vous avez une panne d'eau pendant un jour, mais si ça dure une semaine, 6 litres d'eau, c'est pas suffisant. Et après quoi? Et après, vous faites comment? Et est-ce que vous avez de l'argent liquide pour négocier quelque chose? Est-ce que vous avez de quoi faire du troc? Est-ce que vous connaissez vos voisins? Est-ce que vous... Donc, ce guide est bien, mais il est largement insuffisant et on va beaucoup plus loin dans le survivalisme depuis des décennies, depuis des dizaines d'années. Et on a l'expérience, comme vous l'avez dit. On s'est cassé le nez sur beaucoup de choses. Moi, ça a été les panneaux solaires, ça a été mon échec le plus coûteux et le plus énervant. Donc voilà, je suis revenu à des ambitions plus petites. Voilà, le petit panneau solaire portable qui vous génère, qui vous charge une grosse batterie qui vous permet de faire fonctionner deux, trois trucs, notamment un chauffe-eau pour avoir de l'eau bouillie, même dans un appartement en ville. Ben, finalement, c'était beaucoup plus pratique et plus concret que de mettre 16 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit de la maison, avec finalement un truc qui marche pas, qui connecte mal. Alors maintenant, ça fonctionne après 20 ans d'échecs, et beaucoup de milliers d'euros. Donc euh, voilà, mettre le pied à l'étrier aux gens par ce livre, de manière simple, de manière euh, structurée et progressive, est beaucoup plus intéressant. Et pour revenir un petit peu là encore à un film, vous citez parmi donc tous ces besoins, vous mettez en dernier, mais évidemment, c'est comme on dit, last but not least, c'est le lien social. Et vous brisez un des mythes qui a été forgé par le cinéma autour du survivalisme. On pense à The Last Man on Earth, hein, qui a été repris Mhm. sous la forme, on en parlait tout à l'heure en off, je crois que c'était le film avec Will Smith. I Am Legend, je Voilà, suis c'est une ça. légende. C'est ça. Ouais. C'est... Oui, le héros solitaire qui s'en sort tout seul, voire qui sauve les autres tout seul, tel, il s'appelait comment, celui dans la tour de piège de cristal, dans Die Hard, ou le Rambo tout seul, encore que Rambo est un bon film, il est réaliste, ou voilà, le héros solitaire comme on voit dans les films. C'est une erreur, c'est faux, c'est un mensonge, voire de la mystification. Nous avons besoin les uns des autres pour s'en sortir. Attention, je n'ai pas dit tous. Nous n'avons pas besoin de tout le monde. Mais nous avons besoin d'être une bonne équipe, soudée, complémentaire, avec aussi de la redondance. Donc on devrait tous savoir faire un petit peu de tout, et quelques spécialistes, bien sûr. Euh, Dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'un groupe d'amis, dans le cadre d'un village, d'un quartier. Et ça commence par se connaître, hein, de ne pas s'envoyer des messages, mais de se rencontrer face à face, d'apprendre aussi à aplanir les conflits, d'apprendre à gérer. On le voit aujourd'hui dans le monde Internet où tout le monde se crêpe le chignon par écran interposé, alors que face à face, les gens fermeraient leur gueule parce qu'ils n'oseraient pas dire ce qu'ils disent face à un mec d'un mètre 85 et de 120 kilos, qui fait depuis 15 ans des arts martiaux, on va dire. Je vise personne, mais voilà, j'ai bien le droit, on en a marre des Arabes, pif, paf, pouf. Hein, on a vu ce que ça donne quand on est dans le réel et qu'on n'est plus sur Internet. Et j'ai de l'affection pour la victime, dans l'occurrence. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, cet effort d'aller vers les autres, de trouver des complémentarités, d'aplanir les angles, et parfois dire les choses et trouver un terrain d'entente, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est pas quelque chose qui est instinctif comme ça, on doit apprendre, hein. Nos ancêtres le faisaient, et ça se passait pas toujours bien, c'est pas facile, mais c'est la vie. Et ça, on doit l'apprendre, on doit reprendre ça. Et, euh, et c'est un élément qui est trop poussé à l'extrême d'un point de vue, on va dire, gauchiste, bobo macramé, quoi. Mais d'un autre côté, qui est poussé à l'opposé, sur le paroxysme de l'individualisme, du côté droitardé, je suis tout seul, je fais ce que je veux et je pète la gueule à tout le monde. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Tu n'es pas Rambo, d'abord physiquement ça va être compliqué, et puis on n'est pas Batman. Voilà, l'inconscient collectif véhicule ce mythe du super-héros
qui est une immense connerie, parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est du divertissement, c'est du fantasme. Dans la vraie vie, d'abord, la vraie vie, la plupart des gens, ils baissent la tête, ils rasent les murs, ils vont au métro, ils vont travailler pour des cons, et ils rentrent chez eux avec des cons ou des connes, et leur vie est misérable, parce que c'est ça la vie de l'employé, de l'esclave du tertiaire. Mais donc le fantasme, c'est un échappatoire. Le fantasme en cas de problème, tout seul, je vais. Non, 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 ça se passe pas comme ça. On va te fracasser tout de suite si tu commences à faire le truc tout seul dans ton coin. Donc là, nous avons à apprendre des communautés peut-être plus, c'est pas du tout méprisant ce que je dis là, mais plus archaïques, peut-être Ouais. plus traditionnelles. Mm. Euh, Même l'État, il recule face aux Roms. Quand les Roms prennent d'assaut, quand ils occupent une autoroute près de Grenoble, l'État, il dit pardon, monsieur, d'accord, on va vous donner ce que vous avez envie. Alors que l'État est capable de les écrabouiller, mais il peut pas, parce que ça fera moche, et puis eux, ils sont 150, et pour gérer 150 types qui sont prêts à tout et qui se connaissent parce qu'ils sont tous cousins, bah, on va pas juste envoyer un peloton de gendarmerie ou de CRS. Enfin, non, il faut envoyer l'armée. Et ça, on veut pas le faire, donc on négocie, donc on cède. Donc le rapport de force, il se fait à nombreux. Quand on vient faire chier un type en bas d'une barre d'immeuble d'une cité, c'est toute la barre d'immeuble qui descend. Et en fait, ça, c'est admirable. Moi, bon, je suis d'origine italienne, donc ça me parle, ce genre de choses. Et en Italie, eh bien, par exemple, quand les mafias, les seules fois où les mafias en Italie, post-1942, Mm. 43, ont Mm. été arrêtés en Italie, c'est quand toute la barre d'immeubles, tout le village est venu et a dit aux mafieux, bon, maintenant ça suffit. Et là, les mafieux, ils sont cinq. Alors oui, ils sont soudés, ils se connaissent, ils ont acheté la gendarmerie, ils ont acheté le maire, ils ont acheté le député, comme aujourd'hui, hein, c'est partout, c'est pareil. Mais simplement, quand il y a 200 villageois ou 2000 citadins qui descendent dans la rue parce qu'ils savent où ils habitent, hein, les mafieux, et même avec des fourches ou deux, trois revolvers et tout, les mafieux, ils détalent. Et le rapport de force se rééquilibre d'une autre manière. Donc, c'est par le groupe qu'on peut atteindre des grandes choses. Mais on nous a un peu appris à ne plus être dans cette approche-là, mais ça peut se retravailler. Oui, ce que vous dites, ça me fait penser à la pensée du sociologue, du pionnier de la sociologie politique, Ibn Khaldoun, sur Ah oui. l'esprit de corps qui est né qui fait naître un pouvoir et puis qui disparaît au sein d'une élite pour finalement qu'elle soit remplacée par une autre élite qui, elle, a encore l'esprit de corps un peu. Ça, c'est un Grand, vaste sujet. grand penseur, Ouais, et ouais, qui me fait penser à saluer nos amis qui nous écoutent de Tunisie. Grand tout à penseur fait. tunisois. C'est vrai. Et alors, pour nous approcher de la conclusion, il y a des écoles du survivalisme que vous avez déjà évoquées et sur lesquelles vous revenez un petit peu dans le livre pour montrer que leur approche n'est pas vraiment celle du survivalisme, qu'elle présente certains traits voisins, mais en réalité, elle s'en écarte sur des choses fondamentales. Alors, les collapsologues, dont vous avez déjà dit un petit mot, mais aussi les décroissants. Mhm. Et puis troisièmement, alors là, c'est un peu plus folklorique, c'est les religieux. Alors, c'est surtout des sectes protestantes américaines. Bon, il y en a une qui est peut-être moins déconnante que les autres, d'ailleurs. Enfin, de manière très. Si vous voulez en dire un mot de ces écoles un peu voisines, disons, du survivalisme. Oui, il y a alors souvent celle qui est le plus souvent mal comprise et avec laquelle on fait un amalgame avec le survivalisme en général, c'est ce qu'on appelle le bushcraft ou le camping sauvage dans la forêt ou dans la nature. Ce qui est une chose excellente à faire, qui nous apprend énormément de choses, qui nous permet, d'ailleurs en famille, c'est formidable, ou même entre potes, d'aller crapahuter, voilà, se balader dans la forêt de Fontainebleau et faire un feu si c'est autorisé, parce qu'il faut voir les réglementations de nos jours. Mais enfin voilà, et c'est sympa, on se retrouve, on apprend à être dehors, il fait un peu froid ou un peu chaud, et puis on sait plus, on apprend à monter cette putain de tente avec des tubes, on sait plus comment ils vont, et parce que ça fait 3 ans qu'on l'a pas utilisé. Bref, c'est génial. Et puis on apprend peut-être à mâchouiller deux, trois racines en faisant gaffe de ne pas tomber sur des trucs venimeux. Mais enfin, c'est chouette. Mais c'est pas une stratégie de survie.
Enfin, ça, c'est une vision romantique de s'imaginer qu'on est un peau rouge capable de vivre dans la forêt en mangeant des châtaignes sauvages, enfin, que sais-je. C'est le truc complètement. En fait, c'est une stratégie débile. Parce que d'abord si vous êtes des millions à faire ça, vous allez finir par vous manger les uns les autres. Et d'autre part, parce que c'est pas une solution de civilisation, c'est une solution ultra individuelle. Et puis, allez expliquer à votre épouse, chérie, en cas de problème, j'aimerais bien qu'on s'entraîne à partir dans la forêt de Rambouillet. Et, euh, et pendant les 5 prochaines années, on va vivre dedans parce que, comme ça, les zombies, allez voir la définition de zombie dans le lexique, les zombies ne viendront pas nous chasser et puis on pourra échapper aux drones thermiques de l'État. Mais non, ça n'a aucun sens. Il faut se structurer de manière plus organisée, ce qui n'exclut pas que savoir couper du bois, faire Bien un sûr. feu, fabriquer un abri dans la forêt, ce ne soient pas des choses excellentes. Mais ce n'est pas une stratégie. De la même manière que le collapsologue qui lui dit il va y avoir une crise, il n'y aura plus de pétrole, il a sans doute raison. Et les crises du réchauffement climatique, là je suis moins sûr, elles vont nous apporter des problèmes structurels extrêmement durs, etc., etc. Je remarque qu'il ne parle jamais de surpopulation ou d'immigration massive, mais enfin bon, ça c'est, je me comprends. Et donc, moi j'ai envie de leur dire, et rien, et il faut faire des pétitions pour que l'État subventionne voilà, plus d'éoliennes. Mais c'est pas une stratégie de survie qui va t'aider si ça plante. Si ça plante, tu dis, ah merde, il n'y avait pas d'éoliennes. Ben oui, mais t'as rien à bouffer, t'as rien à boire, donc tu fais quoi? Donc c'est insuffisant. Euh, Après, par exemple, les décroissants qui démarrent de la critique de la société de consommation, donc, on peut remonter à deux bords et qui ont, à un moment, c'était même appelé les casseurs de pub en France, qui était une démarche de dénoncer la réclame, la publicité, la dérive consumériste du monde. Et en ce sens, c'est très, très bien ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Ils ont leur fanzine, ils ont leur truc, mais ils sont un peu. Voilà, il n'y a que eux qui ont raison et pas les autres. Bon, bah, ok. Et puis, la dérive religieuse, elle est réelle, elle existe. Alors, il y a plein de gens qui sont croyants dans la démarche du survivalisme, mais il y a aussi, mais c'est très rare, mais elles existent, des dérives sectaires. D'ailleurs, les plus grandes, pour prendre une secte qui a réussi, il y a l'Église des Mormons, donc l'Église des Saints des derniers jours aux États-Unis, qui, elle, a comme charpente fondamentale de leur organisation interne, la préparation. Alors pour des raisons eschatologiques, il y aura les temps difficiles. Ensuite, Dieu viendra nous sauver, bah, si, bah, tout ça, pas ça. Comme, voilà, il y a toujours l'espoir et tout. Mais en attendant que Dieu vienne chercher ses élus et les bons, eh ben, il y aura des années difficiles. Donc, il faut mettre en conserve, apprendre, avoir les techniques. Et donc, ils font un travail relativement collectivement de survivalisme, en fait, assez poussé et assez admirable, qu'on peut étudier. Tout ce qu'ils font est public, hein, ils ne cachent rien, c'est tout à fait, on peut l'étudier, c'est très intéressant. Et puis, dans les dérives peut-être moins sympas, il y a la secte qui est un peu paranoïaque et qui pense que tout le monde est contre eux, notamment qu'ils osent regarder sur comment ils abusent ou qu'ils piquent l'argent aux fidèles. Et qu'à ce moment-là, pour être caché de la surveillance des autres et de la famille, des gens qu'on a fait venir dans notre secte, enfin qu'on a fait venir, qu'on a convaincu, parce que généralement les gens ils vont volontairement, eh bien on va être autonome pour qu'on nous laisse tranquille. Et donc l'autonomie nécessite des structures financières, des structures, des métiers, des sources de revenus, des codes secrets, et ça peut dériver jusqu'à l'occultisme et parfois le suicide en masse pendant que le gourou il s'en va. Il y avait un film extraordinaire français comme ça avec Jean-Yann l'autre qui s'appelait Fallait pas, je crois, sur un gourou de secte qui fuit en laissant derrière plein de suicidés. Et c'est un film comique, donc très, très drôle. Mais voilà, il y a cette dérive. Et donc, il est important, là aussi, que l'amalgame entre survivalisme, qui est en somme toute aussi une somme de pratiques et d'outils, ne soit pas confondu avec la dérive sectaire. D'ailleurs, même aujourd'hui, si on prend un État assez totalitaire comme l'État français, puisque la plupart de ceux qui nous écoutent sont en France,
ils ont une surveillance des sectes assez importante. Et lorsque j'ai publié mon premier livre, on m'a approché, on m'a dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une dérive sectaire là-dedans? Et en fait, après quelques mois d'observation, ils ont dit, ah non, en fait, on se rend bien compte que vous n'êtes pas du tout dans cette dérive-là. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été inquiété ou que des gens que je connais qui sont aussi dans cette mouvance ont été inquiétés par cette approche-là. Alors qu'ils approchent régulièrement. Et même les journalistes, alors s'il y a un amalgame que les journalistes n'ont pas fait, c'est celui-là. C'est étonnant, ils ont fait plein d'amalgames débiles, genre oui, vous êtes surarmé, vous êtes d'extrême droite ou je sais pas quoi. En revanche, jamais on n'a fait l'amalgame secte et survivalisme. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que mon approche depuis 15 ans, qui s'est un peu popularisée en France, et que je résume effectivement dans ce nouveau livre, euh, Comprendre le survivalisme aux éditions Contre-Culture, seulement 13 euros, c'est pas cher, c'est bien. Oui. Va dans le sens de la liberté individuelle et non pas du sectarisme encore moins religieux. Après, à chacun d'avoir sa religion et d'inclure l'aspect foi et l'aspect croyance dans ses préparatifs, parce que, et c'est d'ailleurs une critique qui arrive parfois, se dire, oui, mais à quoi ça sert de vivre si vous ne sauvez pas votre âme? Et moi, je dis, oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas un prêtre ou un imam ou un rabbin, je ne sais pas. Mais je vais déjà vous donner les trucs et astuces pour déjà vous et votre famille mettre en place une démarche de survie physique, matérielle, et je revendique qu'elle soit matérielle. L'aspect spirituel, c'est une autre catégorie. Et sans doute qu'il est important de vivre avec éthique, avec faire le bien, le beau, le vrai, le juste. Mais ça, c'est pas moi l'expert là-dedans. Alors, pour continuer, donc vous évoquez aussi un point qui est très important, c'est un point peut-être de pas seulement de psychologie, mais un petit peu quand même de psychologie. C'est pourquoi certains deviennent survivalistes et d'autres non. Et ça, bon, c'est intéressant. On laissera les gens découvrir peut-être ce point-là. Avant-dernier chapitre, très très pratique. Vous exposez que doit contenir le kit de survie de 72 heures. Voilà, donc peut-être qu'on développe pas non plus. On laisse les lecteurs découvrir. Et peut-être, pour conclure, évoquer en revanche ce qui est l'avant-dernier chapitre, ou le chapitre en tout cas qui précède la conclusion, qui appelle à une dose de réalisme. Et donc, alerte sur les pièges ce qui serait, disons, un survivalisme immature, ou qui aurait mal lu l'étape des fondamentaux, ou qui aurait été mal digéré. Et ça va sembler vraiment intéressant. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Oui, l'irréalisme, c'est souvent... Alors, il y a l'aspect cinéma qui nous a mis dans la tête certaines idées, tant au niveau des scénarios catastrophes qui pourraient arriver, tant aux manières de nous en sortir. On a parlé de l'aspect je suis tout seul, je suis un super-héros, je vais y arriver. Mais il y a aussi l'irréalisme dans le... Voilà, c'est comme on dit, qui trop pétrin mal embrasse en français, on dit ça comme ça. Euh, Exactement. Chi troppo vuole nulla stringe en italien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez trop faire, peut-être vous n'aurez pas les ressources, vous n'aurez pas les moyens, et peut-être vous allez négliger l'essentiel et l'apprentissage. Et on parlait tout à l'heure de gens très fortunés, mais même avec un tout petit peu de moyens, bah, voilà, je prends mon exemple, j'ai eu les moyens de mettre en place des panneaux solaires, mais en fait, je ne sais pas très bien comment ça marche. Je ne serais pas capable de les réparer. Donc d'un côté, j'ai mis l'aspect matériel, j'ai accéléré, j'ai évité de comprendre comment ça fonctionne, le panneau solaire en soi. Enfin, je comprends vaguement hein, le principe mécanique physique, mais si je devais les réparer, alors assembler les trucs, brancher les fils, oui, mais plus loin, je ne sais pas faire. Voilà. Donc c'est une carence. Est-ce que c'est une carence que j'assume? Oui, mais effectivement, voilà, c'est un choix. Donc parfois, avoir les moyens, ça vous empêche d'apprendre par vous-même, mais ça vous fait gagner du temps. Donc c'est un équilibre à trouver. Euh, Vouloir trop faire, c'est aussi aller trop vite. C'est aussi finir avec, par exemple, moi j'en ai connu des gens qui ont acheté une maison, ils ont voulu faire creuser un puits, puis en même temps ils ont voulu faire
des systèmes de pompe à chaleur pour l'électricité. Et à la fin, ils se sont retrouvés avec une maison complètement en chantier pendant des années. Ensuite, bah, ils ont peut-être perdu leur travail, ils ont dû arrêter les travaux, donc leur femme n'était pas contente de vivre dans un bordel pas possible de chantier, de briques, de pièces pas finies, de pergolas pas terminées qui prennent l'eau et tout parce qu'ils ont voulu trop faire trop vite, avec le risque ensuite humain voilà, la séparation d'un couple, d'un divorce, des enfants qui... Bon, donc allons-y, évidemment il y a autant de cas que d'individus. Mais c'est pour ça que la structure est importante. C'est pour ça que la stratégie et la marche à suivre, elle se planifie. Aller à l'instinct, dans certains cas, oui, mais ça nous amène ensuite à la panique, à vouloir trop faire, à pas être structuré et à dépenser trop d'argent pour des choses qu'on finit pas ou qui sont pas bien. Ou par exemple, suivre les modes. Alors un jour c'est tel couteau, un jour c'est tel sac à dos, un jour c'est tel outil, et puis le lendemain c'est un autre, et on finit par être dans la collectionnite. Et on va suivre la pente naturelle de nos goûts et de nos hobbies. Voilà, celui qui aime aller tirer, il va s'acheter trop d'armes. Ça arrive, j'en connais, des collectionneurs. Celui qui aime le potager, il va faire que ça, comme je disais tout à l'heure. Et à la fin, on oublie cet équilibre. Et à un moment, il faut revenir sur une structure et sur une dose de réalisme importante que ce genre de livre et les autres que j'ai écrits nous aident à structurer. Parce qu'il faut comprendre le problème avant de pouvoir agir. Alors après, évidemment, l'excès inverse d'être que dans l'analyse et pas dans l'action, ça existe aussi. Celui qui est dans la réflexionnite aiguë et qui est toujours à réfléchir, ah oui, mais je veux être parfait. Non, à un moment, il faut accepter de ne pas être parfait. Mon exemple avec les panneaux solaires, je ne sais pas les réparer, et encore moins les batteries qui accumulent le courant qui me redonne si on est coupé du secteur. J'ai aucune idée comment ça marche, ce truc. Enfin, c'est des batteries au gel mousse, gel douche, gel à raser, j'ai aucune idée. C'est du gel. Et c'est pas des bactéries acides classiques métalliques, c'est autre chose. Bon, aucune idée de comment ça marche. Mais voilà, alors c'est une carence, ouais, je l'avoue, mais en même temps, je les ai. Je les ai mises en place. Donc, il y a un équilibre, et puis personne n'est parfait. Il faut accepter cette imperfection. Il faut accepter l'aide des autres, il faut accepter la critique, il faut accepter de discuter avec ses voisins. Et moi, mes voisins ont plein de super bonnes idées sur certains domaines et des idées très très connes sur d'autres. Et je suppose que c'est l'inverse est vrai aussi. Donc voilà, chacun ses priorités. Moi, j'aime bien mon potager, eux, ils aiment bien leurs animaux. Moi, ça me gonfle de m'occuper d'animaux parce qu'il faut être là tous les jours. Il faut leur gratter la couenne tous les jours pour reprendre un vieux film. C'est une référence à un vieux film. On verra dans les commentaires ceux qui ont la référence. Ceux qui ont suivi, oui. Et donc, le- voilà. Et moi, j'ai un super potager. Je suis très content de mon potager. J'ai des bonnes tomates, j'ai des bons choux, j'ai des pommes de terre. Mais j'ai pas des moutons ni des cochons. Voilà. Pour l'instant, en tout cas. Alors, peut-être, Pierrot, deux questions pour ouvrir notre sujet. Si on transposait le survivalisme au plan politique et en face des échéances électorales, bon là, on parle vraiment de politique, hein, ni de métapolitique, ni d'infrapolitique. Est-ce qu'il y a des choix politiques qu'on peut dire survivalistes pour des communautés humaines, on va dire. Voilà. Alors, dans l'idéal, il devrait y en avoir, bien sûr. On prenait l'exemple de la Suisse qui, dans les années 50, face à la menace de la guerre nucléaire, a décidé de mettre en place, alors il y a eu beaucoup d'argent qui est tombé dans les bonnes mains, hein, de mettre en place, ça je le dis parce que bon, il ne faut pas toujours idéaliser mon pays, la Suisse, mais enfin, le résultat est là. C'est parce qu'on aime bien le travail bien fait et qui est fait. Et donc en Suisse, on a des bunkers pour toute la population, enfin, c'est pas des bunkers, c'est des abris anti-atomiques. Les bunkers, ça a plutôt un aspect militaire, mais ce sont pour l'armée, et il y en a aussi énormément. Mais la Suisse, c'est des montagnes sont avec des trous partout, avec des abris, etc. Mais les villes aussi, les maisons, l'immeuble d'où je vous parle, mon pied-à-terre ici à Genève ou dans ma ferme. Alors non, la ferme, non, parce elle est ancienne, mais dans la commune où j'ai ma ferme, il y a un abri qui a été construit dans les années 60-70
pour, je sais pas, tenir les 400 habitants du village. Bon, qui va envoyer une bombe nucléaire sur un petit village de montagne? Je ne sais pas. Mais donc parfois, il y a eu un peu d'excès dans ce sens-là. Et personnellement, je n'irai pas dans ce bunker s'il y a une guerre nucléaire. Je m'en fous, je reste chez moi, ça va. Ils vont pas bombarder ma ferme, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais en ville, oui, les retombées radioactives, ça existe. Euh, le souffle d'une bombe, voilà. Donc il y a ce genre de politiques qui ont été mises en place. Elles n'existent plus. Elles n'existent plus dans la plupart des pays, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, la souveraineté, ça dépend comment on la définit, mais une souveraineté stratégique d'un pays, d'une nation. Moi, j'aime bien l'idée d'une nation. Une nation, alors, dans ma définition, c'est un peuple, et c'est un peuple homogène, culturellement, et plus s'y entente. Ne serait-ce qu'être souverain, ça veut dire qu'on a les moyens pour couvrir les besoins physiologiques de la population en termes et là on peut reprendre la structure, d'eau potable. Alors ça en général on le fait parce que c'est indispensable à tous les jours et puis c'est difficile de transporter de l'eau à travers des continents par bateau. Donc on peut la filtrer, la produire, ça on sait faire. Pour la nourriture, c'est déjà plus délicat. Il y a des pays qui n'y arrivent pas. Par exemple, l'Arabie Saoudite, où j'ai travaillé, importe toute sa nourriture d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique latine, par cargo, par avion, tout ça. Et donc, c'est un vrai problème. Et ils ont essayé de développer dans le sud du pays, où il y a un petit peu plus de précipitations, des systèmes avec une désalinisation de l'eau de la mer Rouge pour créer un peu de production alimentaire. Alors, ils en sont loin. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté des quantités de terres agricoles gigantesques en Éthiopie et au Kenya pour avoir au moins la propriété de sources de production de nourriture. Alors évidemment, il y a le problème géopolitique. Si le Kenya ferme ses frontières, les Oui. haricots produits, ils vont pas traverser la mer Rouge par magie. Ou s'ils décident de nationaliser, comme les Voilà, États faisaient à une époque. exactement. Donc il y a cette problématique. Là d'ailleurs, on voit que la France, pendant longtemps, était un peu le grand pays agricole de l'Europe. Aujourd'hui, c'est bizarre, tout est fait pour détruire cette capacité à produire et donc à être autonome et donc à être souverain. La souveraineté là, on l'a vu pendant le Covid, la souveraineté pour la santé. Est-ce qu'on produit encore les médicaments, les consommables pour nos hôpitaux, pour nos pharmacies dans notre pays? On voit que non, on voit que l'essentiel de la production médicale se fait en Inde, en Chine, et sans même parler des bandages des seringues ou que sais-je. Et donc, nous sommes dépendants de stocks qu'on a vu n'existent pas, et nous sommes dépendants d'approvisionnement qui, en cas de crise, en cas de guerre, en cas de tension, s'arrête. Et donc, on fait comment? Donc, cette souveraineté, elle est éminemment politique et elle se défend. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que quasiment aucun, pas même, je pense, aucun parti que je connaisse en Europe, du moins, n'a réfléchi à ça, ne parle de ça. Même pour la défense. Alors ça, c'est pourtant quelque chose où il y a beaucoup de pognon. Donc normalement, et même la France est un pays qui est en pointe, puis c'est un des plus grands exportateurs d'armes du monde. Mais enfin, pour les armes individuelles qui servent pour armer la population, pour en faire, je sais pas, une garde nationale, par exemple, une milice, comme chez nous en Suisse, on a une armée de milices. Même chez nous, c'est en train de se perdre. Mais enfin, on a encore une fabrication de fusils, une fabrication de pistolets, une fabrication d'armes anti-chars, une fabrication de poudre et de munitions. En France, vous aviez parmi les meilleures armes au monde il y a un siècle. Vous aviez les fusils, les revolvers, des pistolets excellents, des usines. Il y avait les usines à Saint-Étienne, Saint-Étienne, tout à fait. en Alsace. Il y en avait. Et d'ailleurs, tout ça a disparu. C'est volontaire. C'est volontaire. Et donc, il faut reconstituer des fabriques pour la souveraineté, de sa propre défense. C'est un exemple stratégique, mais il y en aurait d'autres. Donc là, il y a une politique. Alors moi, je n'aime pas trop le système parti politique, le système représentatif. Je n'aime pas les constitutions qui existent aujourd'hui dans les pays européens. J'ai une autre vision Mais peu importe. Je constate qu'il n'y a pratiquement pas de défense de la souveraineté en termes, même au contraire, c'est volontairement détruit. Et Raison de plus pour aller vers le survivalisme tel que vous le présentez. oui, C'est- et raison de plus pour qu'il y ait un survivalisme national à un moment.
Oui. dans les limites de ce qui est raisonnablement pas ridicule, c'est-à-dire, je ne vois pas un Mélenchon venir nous dire nous avons un droit à la survie. Ouais, ouais. Mais oui, on va voir ça dans la pratique comment ça arrive, mais en tout cas qu'on attire l'attention sur la souveraineté de ce qui est stratégique et ce qui est important. C'est ce qui se faisait avant, hein, même si c'est des gens que j'aimais pas. L'époque de Mitterrand ou même de Chirac, il y avait encore cette réflexion. Je m'en souviens. C'était pas du tout ma tasse de thé en termes d'individus et de politique, mais sur ce point précis, il y avait encore, alors c'était probablement des restes d'inertie qui avaient été commencés bien avant sur l'énergie, avec le nucléaire, avec les transports, la capacité à avoir des transports rapides, efficaces à travers tout le territoire, autant en Suisse qu'en France, c'est quelque chose qui fonctionne encore d'ailleurs. Mais on voit bien qu'il y a cette volonté de démanteler l'énergie nucléaire, de démanteler les filières même qui commencent à la source, hein, des jeunes étudiants qui vont apprendre à ces métiers qui permettent à un État de devenir souverain et de rester indépendant. Ça a été démonté par les traîtres qui ont été au pouvoir progressivement. Et puis voilà, raison de plus à l'individu de se préparer à ce qui arrive, parce que voilà. Piero San Giorgio, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était passionnant. J'espère que nos auditeurs ont apprécié et se procureront donc le livre, votre livre, Comprendre le survivalisme, qui fait 147 pages pour 13 €, qui est disponible aux éditions Contre-Culture. Vous pouvez aller sur le site contreculture.com. Et les abonnés du site alainsoral.com le recevront, ainsi que les autres publications des éditions Contre-Culture. Merci de votre attention et à bientôt. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. la vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C'est vous